Aymeric Chalier, bonjour. Vous êtes responsable de la gestion des fonds Global Macro d'AFIM OFP et nous sommes heureux de vous accueillir à l'occasion des 1 an du fonds AFIM OFP Euro Souverain, l'un des tout meilleurs de sa catégorie. Un fonds investi en dette souveraine et la dette souveraine, c'est vraiment le sujet du moment avec la situation en zone euro. Alors, votre avis de spécialiste, est-ce qu'on va arriver à voir le bout du tunnel en zone euro? Est-ce que la crise peut prendre fin? Non, directement, la réponse est non. La crise ne prendra pas fin aujourd'hui ni demain. C'est une crise durable et on le voit d'ailleurs par la complexité des débats entre gouvernement et autorités monétaires, avec des désaccords assez importants, même entre différents gouvernements, qui fait que l'issue de cette crise ne se réglera pas dans les semaines ou les mois à venir. C'est une crise durable qui va s'inscrire sur les prochaines années. Est-ce qu'on ne peut pas espérer tout de même que le rebond de la croissance nous aide à surmonter cette crise? Alors, c'était un rebond de croissance sur l'année 2009-2010. Début 2011, le premier trimestre a été très bon, avec plus de 3% de croissance en annualisé. Cela dit, avec des grandes divergences, comme vous le savez, avec l'Allemagne bien évidemment en tête au sein de la zone euro et tout le sud de l'Europe plutôt en difficulté. Alors, cette croissance, nous ne pensons pas qu'elle sera durable. On pense qu'elle a été soutenue essentiellement par les déficits des États, par les plans de relance sur 2009 et 2010, et donc 2011 est la première année où on va pouvoir juger de la qualité du potentiel d'investissement des différents pays de la zone euro et cette capacité à vivre sans plan de relance budgétaire. Vous ne pensez pas que l'Allemagne, qui se porte plutôt bien grâce à ses exportations, puisse servir de locomotive à l'ensemble de la zone? Non, ce sera insuffisant. L'Allemagne, n'oublions pas que plus de la moitié de ses exportations, pratiquement 60%, sont à destination de la zone euro. Donc la zone euro hors Allemagne en difficulté, c'est l'Allemagne en difficulté. Donc non, l'Allemagne seule ne pourra pas y arriver. Alors, c'est pas très réjouissant. Non. On s'inquiète pour le moment des petits États, l'Irlande, la Grèce, le Portugal. Est-ce qu'il faut s'inquiéter également au sujet de l'Espagne et de l'Italie? Alors, de notre analyse, le pays qui nous préoccupe le plus, au-delà des pays que vous venez de citer, c'est-à-dire les principaux petits pays, c'est l'Italie. L'Italie est un pays sur lequel la croissance sur l'année 2011, nous prévoyons une croissance inférieure à 1%, sans doute entre 0 et 1%, et donc très en deçà des prévisions moyennes. On s'inquiète en fait de la contraction du crédit, on s'inquiète de croissance monétaire à zéro, voire négative, et on s'inquiète d'une population et de ménages dont le moral est au plus bas. Et si on compare l'enquête de confiance des ménages italiens par rapport aux ménages allemands, on s'aperçoit qu'il y a un écart colossal et les perspectives en Italie ne sont pas du tout en amélioration. Donc beaucoup d'inquiétudes sur ce pays-là. Donc la zone euro ne va pas bien, mais est-ce qu'on ne fait pas un peu d'européocentrisme? Est-ce qu'on n'oublie pas que le monde est vaste et que dans le monde il y a les émergents et que par conséquent la croissance mondiale est relativement vigoureuse et qu'elle peut peut-être nous aider à sortir de la nasse? Oui, alors bien évidemment, les pays émergents nous aident, ce sont eux qui nous portent. On le voit d'ailleurs à travers les exportations allemandes. Le Brésil, la Chine c'est plus de 9% de croissance sur l'année 2011. Le Brésil, ce sera également entre 4 et 5% de croissance. Donc oui, ces pays-là se portent bien. Maintenant, n'oublions pas également que ces pays sont des grands pays exportateurs vis-à-vis de l'Europe. L'Europe est tout de même la première puissance économique au monde. Et l'Europe en difficulté sur sa croissance, ce sera sans aucun doute le monde en difficulté lui-même. Donc c'est ce qui nous préoccupe le plus, et d'ailleurs c'est ce qui est au cœur de nos stratégies, c'est cette crise européenne qui est présente, qui revient d'une façon de plus en plus aiguë et qui est un sujet de préoccupation pour l'ensemble des pays, en tout cas des principaux pays économiques. Alors, on a mentionné les émergents, et au sein des émergents, il y a une question qui émerge, c'est celle de l'inflation et des politiques monétaires qui combattent cette inflation. Est-ce qu'on peut imaginer qu'à force de vouloir juguler les poussées inflationnistes, les pays émergents commettent un faux pas et cassent la croissance? Alors c'est sans doute ce qui se passe en ce moment. On le voit en Chine, il y a un certain nombre d'enquêtes qui sont en train de sortir auprès des chefs d'entreprise chinois et on constate un ralentissement. La Chine a monté de plus de 100 points de base ses taux d'intérêt, ses taux directeurs.
L'inflation, effectivement, est proche des 6%. C'est un sujet de préoccupation, enfin, on est entre 5 et 6% pardon, sur la Chine. C'est un sujet de préoccupation pour les autorités. Ils ont pris des mesures sur les réserves des banques, sur les taux d'intérêt. Et les chiffres que l'on a aujourd'hui nous donnent effectivement un ralentissement de cette croissance. Alors, on est toujours sur des rythmes très élevés. Il ne s'agit pas de parler d'un ralentissement de type G7 en Chine. Mais le grand sujet, et on le voit, beaucoup d'articles d'ailleurs en local, commencent à parler de risques bancaires, de risques de bulles immobilières en Chine. Donc pour l'instant, pas d'inquiétude de notre côté, mais on regarde effectivement ce pays avec beaucoup d'attention, ainsi que les autres pays de la zone émergente. Alors, la question de l'inflation, elle est liée aux matières premières qui ont eu un comportement plutôt volatile ces derniers temps, avec une poussée puis une correction. Cela étant, beaucoup s'accordent à dire que le mouvement d'appréciation des matières premières est structurel. Est-ce que pour vous, on est en face d'un catalyseur d'inflation? Alors, à très court terme, à échéance 6-12 mois, on va dire non. On ne le pense pas. Nous pensons que pour l'instant, la hausse des matières premières a plutôt un effet de ralentissement. C'est une ponction finalement sur la consommation des ménages. C'est le prix du baril de pétrole à 100 $ ou au-delà. Ça, c'est véritablement un point qui génère d'ailleurs du ralentissement. Et c'est en cela d'ailleurs qu'on voit un certain nombre de chiffres économiques plutôt décevants en zone européenne ou aux États-Unis. Maintenant, si on se projette sur un point plus durable, effectivement, on peut être un peu plus préoccupé. Et là, je parlerai plutôt de fin 2012-2013. Les taux d'intérêt, pour nous, vont rester durablement bas. Cette notion de normalisation dont on entend souvent parler est un sujet qui nous paraît assez étrange. Normalisation fait référence au passé, comme si la norme était d'avoir des taux à 3 ou 4%. Donc, ça nous paraît assez abstrait, assez étonnant, dans des pays où la croissance va rester plutôt basse. Donc pour nous, les taux d'intérêt vont rester bas. Et ce qui veut dire que face à cela, les actifs dont les rendements sont plus bas, tels les matières premières, en valeur relative redeviennent intéressants. Donc les matières premières à échéance 2012-2013, oui, ont toujours sans doute un intérêt et peuvent devenir à ce moment-là générateurs d'inflation, mais c'est vraiment pour une période beaucoup plus lointaine. Alors, vous avez évoqué un petit peu la stratégie d'investissement, vous avez commencé à dévoiler un petit peu celle-ci. Si on va dans le détail maintenant, sur les obligations, comment faut-il se positionner selon vous ? Alors, sur les obligations, sur notre horizon d'investissement qui est à 3-6 mois, aujourd'hui, notre projection, c'est véritablement une zone euro toujours en difficulté. Nos projections de croissance sur la zone euro sont bien en deçà des prévisions européennes, de la Commission européenne. Donc, on pense que la croissance en zone euro sera plutôt proche des 1,5 que des 2,5. Avec toujours beaucoup de difficultés, notamment sur le thème des dettes des pays les moins vertueux sur leur déficit. Donc une croissance plutôt basse, c'est plutôt positif pour les dettes des États de la zone euro des dettes périphériques. Alors exactement, c'est ce que j'avais précisé. Pas des pays, on va dire, les moins vertueux. Les pays les plus vertueux en zone euro, le premier qui est surreprésenté dans nos portefeuilles, c'est l'Allemagne. Nous sommes dans nos portefeuilles très longs, très acheteurs d'obligations allemandes. Le deuxième point, c'est ensuite une valeur relative. C'est-à-dire que nous jouons aujourd'hui dans nos portefeuilles, donc nous sommes acheteurs d'obligations européennes et nous sommes vendeurs d'obligations américaines. Alors pourquoi ? Parce que dans la crise actuelle, on s'est aperçu que les États-Unis étaient un refuge par rapport au risque de tension. Et en fait, les taux américains sont allés pour nous bien au-delà en termes de niveau, bien trop bas par rapport à des valeurs qu'on pourrait considérer comme normales. Donc ils devraient remonter. Et donc ils devraient remonter. Et donc ça tend à plutôt une remontée de 20 à 25 points de base au minimum sur les 3 mois qui viennent. Donc vous privilégiez les obligations allemandes, ça c'est très clair. Absolument. Sur les actions. Alors sur les actions, sur les niveaux actuels, on a plutôt des anticipations de choses assez plates. C'est-à-dire que pour nous, les marchés actions sont plutôt bien valorisés. On a plutôt tendance à privilégier les indices européens, les actions européennes, qui ont été sans doute un peu trop sous-pondérées dans les portefeuilles ou en tout cas un peu trop délaissées par rapport à cette crise actuelle. Et on trouve effectivement un certain nombre de valeurs avec des rendements et des indices qui ont un potentiel de rebond assez sensible. Donc dans nos portefeuilles, nous sommes acheteurs d'actions européennes et nous sommes vendeurs d'actions anglaises et américaines. Les matières premières, j'y reviens, à court terme, on fait quoi ?
Nous, on n'y touche pas. On pense que alors dans nos points de mesure de la valeur des matières premières, on suit d'assez près en fait la création monétaire au niveau mondial. On suit en fait l'ensemble de la création monétaire publiée par les banques centrales à travers le monde. Et on s'aperçoit aujourd'hui que sur les niveaux actuels, les matières premières sont plutôt bien évaluées. Donc on a eu des positions assez positives pendant assez longtemps. Aujourd'hui, on n'a plus de position sur les matières premières. L'or, pour finir? On n'y touche pas. On n'y touche pas. C'est un secteur qui nous paraît un peu trop spéculatif, un peu trop volatile et sur lequel il nous paraît assez compliqué aujourd'hui de prendre des positions. Aymeric Chalier, merci. Merci.